Donc, bonjour à tous. Donc, d'abord, merci pour l'invitation. Donc, je suis Clémence Leira, donc Associate Professor à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Donc, je travaille principalement sur l'inférence causale avec des applications dans différents domaines, mais principalement en cancer, en épidémiologie du cancer, pardon. Et désolée pour les anglicismes pendant la présentation, ça risque d'arriver. Donc, je vais parler aujourd'hui donc d'émulation d'essais cliniques à partir de données observationnelles, en particulier dans les études dans lesquelles il y a un risque de biais d'immortalité. Donc, je vais expliquer ce que c'est. Et donc, vous avez ici mes contacts. Donc, si vous avez des questions, même après la présentation, n'hésitez pas à me contacter. Donc, voilà la structure de ma présentation, brièvement. Donc, je vais d'abord parler un peu d'inférence causale pour présenter, en fait, ce qu'on essaye d'obtenir, ce qu'on essaye de faire, en fait, avec cette approche d'essai émulé et expliquer, en fait, les différentes étapes d'émulation d'essai. Et ensuite, je présenterai une application réelle, donc en cancer, et expliquer étape par étape, en fait, comment ça marche si vous voulez essayer cette approche sur vos données. Et à la fin, je parlerai très, très brièvement, en fait, d'autres contextes dans lesquels ces essais émulés peuvent être utilisés. Donc, tout d'abord, donc, comme vous le savez probablement, les essais randomisés sont considérés comme le gold standard en ce qui concerne l'inférence causale. Et donc, effectivement, c'est considéré comme un des plus hauts niveaux de preuve, mais les essais ne sont pas toujours réalisables. Parfois, pour des problèmes éthiques, on ne peut simplement pas randomiser les patients. Parfois, c'est difficile de planifier des essais pragmatiques. Et puis, en plus, ça prend beaucoup de temps. Les essais sont coûteux. Donc, il y a plein de situations dans lesquelles on ne va pas pouvoir faire d'essais cliniques, mais on va pouvoir essayer d'utiliser des données observationnelles pour répondre à des questions causales, soit quand on ne peut pas faire d'essais cliniques, soit en complément d'essais cliniques, parce que des fois, c'est intéressant d'avoir les deux types de données, les deux types d'études pour obtenir une vision plus globale des résultats. Donc, les études observationnelles contiennent des énormes quantités d'informations qui vont nous permettre d'établir des liens de cause à effet. Et pour ça, en fait, Rubin a proposé un cadre théorique permettant de définir les conditions dans lesquelles on va pouvoir finalement faire de l'inférence causale. Et ce cadre théorique donc s'appelle le cadre des outcomes potentiels. Et l'idée, c'est que si on compare deux traitements ou deux interventions, chaque patient va avoir deux outcomes potentiels, donc qu'on va noter Y0 et Y1. Y0, c'est l'outcome qu'on observerait chez le patient si le patient n'était pas traité ou s'il ne recevait pas l'intervention. Et Y1, c'est l'outcome si le patient reçoit l'intervention. Et donc, c'est vraiment les outcomes dans deux mondes hypothétiques, en fait, où soit on traite tous les patients, soit on n'en traite aucun. Et l'objectif, c'est d'estimer, en fait, le contraste entre ces deux outcomes potentiels, donc cette quantité-là. Le souci qu'on a en pratique, c'est que pour chaque patient, on va seulement observer une de ces deux quantités parce que soit le patient est traité, soit il ne l'est pas. Et donc, c'est ce qu'on appelle le problème fondamental en inférence causale et on va développer des méthodes pour essayer de résoudre ce problème et d'estimer cette quantité-là. Donc, quand on a un essai randomisé classique, donc cette quantité va pouvoir être estimée par ce contraste ici, donc simplement en fait l'outcome observé chez les patients randomisés dans le bras traitement et l'outcome observé chez les patients randomisés dans le bras contrôle. Donc dans les essais cliniques classiques. Mais dans les études observationnelles, malheureusement, ça ne va pas marcher. Donc, pour pouvoir estimer des effets causaux, donc à partir d'études observationnelles, mais aussi c'est le cas dans les essais randomisés, on va avoir besoin de faire 4 hypothèses. Et donc, je les présente ici parce que ce sera pertinent pour la suite de la présentation. La première hypothèse est malheureusement celle qui, dans les études observationnelles, va poser le plus de problèmes. C'est ce qu'on appelle l'échangeabilité conditionnelle. Donc, en gros, on n'a pas de facteur de confusion non mesuré. Donc, toutes les variables qui vont être associées à notre traitement et à notre outcome ont été mesurées et sont incluses dans l'analyse. La deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse de positivité, c'est-à-dire que tous les patients ont une probabilité non nulle de recevoir chacun des traitements de l'étude. Et ça, en fait, on a besoin de cette hypothèse parce que si on a des patients, par exemple, qui ont une contre-indication pour un traitement et ne le recevront jamais, ça n'a pas de sens d'essayer d'estimer un effet causal du traitement chez ces patients-là. Et de toute façon, ça veut dire que la question initiale n'est pas forcément bien posée.
Ensuite, on doit faire l'hypothèse de consistance, c'est-à-dire que pour un patient donné, l'outcome qu'on observe quand ce patient reçoit le traitement est le même que l'outcome potentiel sous ce traitement, donc dans un monde en fait hypothétique où on a cette intervention extrêmement bien définie. Et cette hypothèse, en fait, c'est simplement l'idée de dire que le traitement et l'intervention à l'étude sont bien définis et qu'il n'y a qu'une seule version en fait de ce traitement ou de cette intervention-là. Et enfin, la dernière hypothèse, c'est l'hypothèse de non-interférence. Donc, le traitement que reçoit un patient ne va pas impacter les outcomes potentiels des autres patients. Donc, ça peut être par exemple problématique dans les études sur les vaccins quand il y a des effets indirects des interventions. Donc, il existe de nombreuses méthodes statistiques pour estimer des effets causaux à partir de données observationnelles. Donc, ça va de la régression multivariable à des approches de type G-computation ou score de propension, etc., etc. Et donc, je ne vais pas parler de ces approches-là aujourd'hui, mais en fait, l'approche des essais émulés n'est pas liée à une méthode statistique en particulier. Donc, toutes ces méthodes-là, vous allez pouvoir les utiliser potentiellement en association avec ces essais émulés. Donc, comme vous le savez, quand on a des études observationnelles, on a souvent plein de problèmes à régler et des challenges aussi nombreux qu'on peut l'imaginer. Donc, le premier, je pense que celui que les gens adressent en premier, c'est le problème de la confusion, donc des variables qui vont être associées à l'intervention d'intérêt et aux critères de jugement, donc à prendre en compte dans l'analyse. Mais après, il y a plein d'autres problèmes que les chercheurs parfois oublient un peu, et donc je vais me focaliser là-dessus dans cette présentation, notamment le biais de temps immortel, donc je vais expliquer dans une minute ce que c'est, mais aussi tous les problèmes liés au manque de transparence dans le design de l'étude, et aussi parfois l'inadéquation entre la question de recherche et le design et l'analyse de l'étude. Et parfois, on peut voir des études observationnelles publiées où la question de recherche est claire, où la méthode statistique est claire, mais en fait, le choix de la méthode ne correspond pas forcément à la question. Donc, au final, la question initiale n'est pas résolue. Donc, finalement, l'approche par essai émulé va nous permettre d'améliorer ça, donc la transparence, et essayer d'avoir cette adéquation entre la question et l'analyse. Donc, maintenant, on va voir comment ça marche. Donc, l'idée des essais émulés, est pas nouvelle, mais elle a été formalisée assez récemment par Miguel Hernan, dans ce papier-là que je vous invite à lire. Et l'idée générale, c'est simplement de commencer par définir un essai cible, donc ce qu'on appelle le target trial, qui est l'essai randomisé idéal qu'on souhaiterait conduire. Donc, s'il n'y avait aucune contrainte, donc que ce soit de contrainte éthique, de temps ou de coût, quel est l'essai qu'on aimerait conduire? Et ensuite, on va essayer de voir à partir des données observationnelles dont on dispose, comment on va pouvoir analyser ces données pour se rapprocher le plus possible de cet essai cible. C'est-à-dire, on sait que, bien sûr, sur certains aspects, ce ne sera pas possible de faire exactement comme dans l'essai, mais vraiment, on va essayer, composante par composante, de voir comment on peut se rapprocher de cet essai cible. Et donc, comme je disais tout à l'heure, l'émulation d'essai n'est pas associée à des méthodes stats particulières. Donc, vous pouvez utiliser votre méthode préférée, ou en tout cas la méthode la plus adaptée pour votre problématique, mais à l'avantage de proposer un cadre formel, et c'est ce que dit Miguel Hernan ici, c'est que d'une part, l'approche va utiliser le raisonnement contrefactuel, donc qui est le langage en fait utilisé pour l'inférence causale. Donc, ça va permettre de faire le lien en fait directement avec les méthodes qu'on utilise. Mais aussi, ça va permettre de réfléchir à tous les biais potentiels qu'on va pouvoir avoir dans l'étude et justement, après, essayer de trouver des solutions pour diminuer ces risques de biais. Et l'avantage aussi, c'est comme la méthode est très structurée et très transparente, en fait, ça va permettre ensuite de faciliter tout ce qui est revue systématique, par exemple, ou évaluation en fait de la qualité des études, parce que la méthode sera claire et transparente. Donc rien que pour améliorer la qualité de la recherche publiée en général, c'est une approche très intéressante. Et aussi après pour pouvoir plus facilement juger si les estimations obtenues à partir de ces études sont transportables à d'autres populations et d'autres contextes. Donc
Maintenant, voyons comment ça marche. Donc, la première chose à faire, c'est donc de planifier cet essai cible en suivant en fait des étapes extrêmement classiques. Donc, ce qu'on fait en fait de manière naturelle quand on planifie un essai randomisé. Donc, on commence par définir précisément la question de recherche, qui va ensuite guider tout le process. Ensuite, on va définir précisément les critères d'inclusion et d'exclusion, et c'est grâce à ça qu'on va limiter les problèmes de non-positivité et de biais de sélection, parce que finalement, on va définir la population de manière précise, donc on va éviter d'inclure des patients qui finalement sont pas forcément pertinents pour la question d'intérêt. Et ensuite, et ça paraît assez évident, mais on va définir précisément l'exposition d'intérêt, donc le traitement, les critères de jugement, et ce qu'on appelle aussi la grace period, et je vais expliquer un peu plus tard ce que c'est, mais en fait, c'est de définir une période pendant laquelle le traitement va pouvoir être initié, parce qu'il y a plein de situations où en fait le traitement va être initié un peu plus tard que le début du suivi, et donc on va avoir besoin de définir ça. Et en fait, toutes ces étapes-là vont permettre d'améliorer la plausibilité de l'hypothèse de consistance, parce que plus on définit les choses précisément, plus en fait on va être sûr que l'intervention qu'on étudie est unique et bien définie. Et donc ça va éviter des problèmes par la suite aussi pour l'estimation de l'effet de traitement. Et enfin, on va définir l'estimand. Donc à la fois le contraste causal qui nous intéresse, donc est-ce qu'on s'intéresse à un effet de type ITT ou pair protocole? Quelle est la mesure d'intérêt qui nous intéresse? Est-ce qu'on veut un odds ratio, un hazard ratio, etc., etc. Est-ce qu'on veut un effet marginal ou un effet conditionnel? Et en fait, on définit tout ça avant. Et ensuite, une fois qu'on a défini tout ça, finalement, le choix de la méthode statistique va presque couler de source en fonction de ce qu'on cherche à estimer et de la question. Et déjà, là, on a quelque chose de suffisamment clair pour voir ensuite où on peut aller pour l'analyse. Et donc, pour vous aider à faire tout ça, donc il y a un outil en ligne qui s'appelle le SERBot, qui va vous poser plein de questions en fait sur votre essai cible et aussi sur vos données observationnelles, et qui va ensuite proposer des recommandations pour l'analyse statistique et produire une table comparant en fait les caractéristiques de l'essai idéal et de l'étude que vous allez conduire. Et donc, vous allez pouvoir voir les différences et voir justement les endroits où il faudra faire très attention. Et ensuite, comme l'idée est finalement de reproduire un essai clinique, quand vous allez écrire, par exemple, la publication ou le rapport de votre étude, vous allez pouvoir à la fois utiliser les outils pour les essais cliniques de type consort statement et aussi pour les études observationnelles de type strobe. Donc, ça permettra vraiment après de présenter vos résultats de manière très, très claire. Donc, avant de passer au côté statistique, donc juste pour résumer, les avantages en fait de cette approche, c'est que ça va permettre de prendre en compte par design pas mal de biais différents, notamment le biais de confusion et le biais de temps immortel, et on verra ça sur l'application. Que dans certains cas, on peut aussi gagner en puissance par rapport à certaines analyses classiques, notamment dans des contextes longitudinaux, parce qu'on va pouvoir en fait utiliser beaucoup plus de données qu'avec des designs plus classiques. On va pouvoir aussi évaluer la validité interne de l'étude beaucoup plus facilement, et j'en reparlerai également. Et cette approche permet d'estimer n'importe quelle mesure d'intérêt ayant une interprétation causale, donc c'est extrêmement flexible, mais vraiment, et je vais insister là-dessus, c'est pour la transparence des études que c'est vraiment important pour améliorer en fait la qualité de la recherche observationnelle publiée. Et aussi, c'est un avantage non négligeable, cette approche, parce que justement, on essaie de se rapprocher des essais randomisés, va être plus facilement compréhensible par les cliniciens. Donc, parfois aussi, pour pouvoir travailler plus facilement avec les cliniciens, cette approche peut être intéressante. Donc, maintenant, je vais présenter une application et expliquer comment en pratique ça fonctionne, en particulier pour l'analyse statistique. Donc, c'est une étude qui a été publiée l'année dernière, donc avec mes collègues donc du groupe Inequalities in Cancer Outcome Network. Donc, pour présenter le contexte, donc le cancer du poumon non à petites cellules est le cancer du poumon le plus courant et la première cause de décès par cancer au Royaume-Uni. Et le traitement par chirurgie est le traitement recommandé
quand ce cancer est diagnostiqué à un stade précoce. Et ce qu'on sait au Royaume-Uni, c'est que l'âge moyen des patients au diagnostic est de plus de 70 ans, mais la probabilité de traiter par chirurgie décroît avec l'âge, bien que ce soit le traitement recommandé. Et les patients âgés sont souvent exclus des essais cliniques. Donc, en fait, on n'a pas vraiment d'évidence disponible venant d'essais cliniques quant aux bénéfices de la chirurgie chez les patients âgés. Et donc, c'est pour ça qu'on a essayé d'utiliser des données observationnelles pour répondre à cette question. Le problème, c'est qu'on a ce qu'on appelle un risque de biais d'immortalité, c'est-à-dire que nos patients, en fait, le suivi commence au moment du diagnostic, sauf que la chirurgie est rarement faite le jour du diagnostic parce qu'il y a des délais, et donc et même des fois des délais qui sont intentionnels. Sauf que si on utilise le traitement effectivement reçu par les patients pour définir les groupes de notre étude, donc chirurgie versus pas de chirurgie, finalement, on va rajouter cette condition que les patients qui sont dans le groupe chirurgie ont survécu suffisamment longtemps pour avoir le traitement. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont immortels dans cette période-là. Donc, tous les patients qui vont malheureusement mourir assez tôt vont contribuer au bras contrôle. Donc, on va considérer qu'ils n'ont pas eu le traitement, même si finalement le médecin avait dit pour vous, la chirurgie est le traitement recommandé. Donc, on va avoir en fait les patients qui en moins bonne santé dans le groupe contrôle et en meilleure santé dans le groupe chirurgie, ce qui veut dire qu'on va avoir une surestimation de l'effet traitement. Et donc, ça, c'est problématique parce qu'on va avoir un biais dans l'étude. Et en fait, ce problème apparaît quand l'initiation du traitement et l'inclusion dans l'étude ne coïncident pas en termes de temps. Et donc, c'est ce que Miguel Hernan explique dans ce papier. Et c'est d'autant plus problématique chez les patients âgés puisque leur risque de décès de toute cause va globalement augmenter. Et donc, ça s'est expliqué aussi dans ce papier par Sophie Piron, publié récemment. Donc, en pratique, d'un point de vue statistique, il y a des solutions potentielles à ce problème. Donc, la première chose peut être tout simplement de traiter la variable traitement comme une variable dépendante du temps. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer que soit on est traité, soit on ne l'est pas, mais finalement, on va simplement être traité à partir du moment vraiment où la chirurgie a été faite. Donc ça peut se faire assez facilement, par exemple, même avec un modèle de Cox. Ou alors, on peut utiliser des approches de type Landmark, où là, on va estimer l'effet de la chirurgie conditionnellement au fait d'avoir survécu jusqu'à un certain temps T. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que chaque méthode possible pour résoudre ce problème va se focaliser sur une quantité causale différente. C'est-à-dire qu'avec le landmark analysis, ça va toujours être conditionnel à la survie. Et avec ces approches-là de type variable dépendante du temps, on va estimer l'effet du traitement à partir du moment où il est initié. Et en fait, ça va différer de l'approche par émulation, où j'en parlerai un peu plus tard. Mais ce qu'on essaye d'estimer, c'est pas tout à fait la même chose. C'est l'effet du traitement à partir du moment où la décision de traiter a été prise. Donc, pas à partir du moment où la chirurgie a été faite. Donc, ce qui diffère un peu. Donc, on est parti des données venant d'un registre de cancer liées à des données hospitalières. Et dans notre question de recherche, c'était quel est l'effet causal de la chirurgie reçue dans les 6 mois sur la survie à 1 an chez les patients de plus de 70 ans. Donc ensuite, on a défini nos critères d'inclusion et d'exclusion. Et ces critères ont été définis parce qu'en fait, ce sont les critères d'éligibilité pour les patients qui sont plus jeunes, en fait. C'est-à-dire qu'on sait que ces patients-là, en théorie, selon les recommandations, sont éligibles pour une chirurgie. La seule chose qui les différencie des populations dans les essais cliniques, c'est vraiment l'âge. Et donc, ces critères vont nous assurer la validité, ou en tout cas, nous rassurer un peu sur l'hypothèse de positivité, parce qu'on sait qu'ils sont potentiellement tous éligibles. Et ensuite, on va définir donc tous ces paramètres-là. Donc, l'entrée dans l'étude, donc c'est le diagnostic. Notre exposition, donc notre traitement, c'est la chirurgie après le diagnostic. Et on a décidé de définir cette grace period de 6 mois, c'est-à-dire qu'on va considérer comme ayant reçu le traitement
tous les patients qui auront eu la chirurgie dans les 6 mois après le diagnostic. Donc, ça peut être une semaine, comme ça peut être 5 mois. Et ça, en fait, ça peut varier en fonction du contexte. Là, effectivement, comme c'était une application, on a pris 6 mois, mais c'est peut-être un peu long parce qu'effectivement, dans ces 6 mois, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer. Mais voilà, c'est vraiment les choses à discuter avec les cliniciens pour définir quelle est la grace period idéale. Et ensuite, dans notre essai idéal, donc les bras seraient soit avoir la chirurgie dans les 6 mois, soit pas de chirurgie ou alors chirurgie plus tard. Donc, le critère de jugement, c'était le décès. On s'intéressait à la survie à 1 an. Au total, donc, il y avait plus de 500 événements, dont 156 dans les 6 mois chez des patients qui n'avaient pas eu la chirurgie. Et c'est potentiellement parmi ces patients-là que on va avoir le problème de biais d'immortalité parce que peut-être certains patients devaient avoir la chirurgie et sont décédés avant. Donc, c'est à cause de ces patients-là qu'il va falloir être vigilant au moment de l'analyse. Et en termes d'estimate, donc on s'intéresse ici à l'effet per protocole, principalement parce que l'intention de traiter n'est pas connue, parce que mine de rien, on utilise le traitement reçu comme indication du traitement, donc on ne sait pas vraiment ce qui était prévu au départ. Et en termes de contraste d'intérêt, donc on a estimé la différence de probabilité de survie à 1 an et aussi la différence de restricted mean survival time à 1 an, parce que il y a des problèmes avec les hazard ratios pour l'inférence causale en termes d'interprétation. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas estimé les hazard ratios. Donc brièvement, donc ça, c'est si vous utilisez l'outil dont je parlais tout à l'heure, c'est le type de table que vous obtenez. Donc d'un côté, vous avez les caractéristiques de l'essai idéal, le target trial, et de l'autre, ce que vous avez en fait avec vos données. Et donc vous pouvez très facilement voir quelles sont les choses qui sont identiques et quelles sont les choses qui diffèrent. Et c'est sur les paramètres qui sont différents sur lesquels il va vraiment falloir porter attention pour l'analyse. Donc maintenant, on arrive à l'aspect un peu plus fun, c'est-à-dire l'analyse de données. Et du fait de ce problème de biais d'immortalité, on va utiliser une approche de type cloning censoring weighting qui est assez intéressante. Donc l'idée, c'est de dire que on a nos données et à baseline, donc au moment de l'inclusion, on va cloner les patients, c'est-à-dire qu'on va créer des copies identiques des observations pour chaque patient. Et un clone va contribuer au bras contrôle et un clone au bras chirurgie. Donc, en fait, on va avoir à baseline 2 bras qui seront complètement identiques. Donc, on n'aura pas de déséquilibre sur les covariables à baseline puisqu'on a exactement les mêmes individus. Donc, on a 2 copies pour chaque patient. Ensuite, on va commencer le suivi et les observations vont être censurées quand le traitement reçu est plus compatible avec la définition du bras. C'est-à-dire que si un patient a été opéré, donc on va censurer en fait le clone du patient dans le bras contrôle au temps de la chirurgie et inversement, si un patient n'a pas été opéré à 6 mois, on va censurer en fait son clone dans le bras chirurgie. Le problème quand on fait ça, c'est qu'on va introduire un déséquilibre entre les groupes au cours du temps. Et donc, il va falloir prendre ça en compte dans l'analyse statistique pour éviter en fait les biais. Et comment on va faire ça? Donc, on va utiliser une approche par pondération qui est similaire en fait à de la pondération sur le score de propension. Et on va repondérer en fait les clones à partir de l'inverse de leur probabilité d'être non censurés à un temps T. Et donc, pareil, je vais parler de l'estimation de ces poids, mais c'est vraiment pour tenir compte de cette censure informative qu'on introduit dans les données. Donc, un exemple. Donc, vous avez ici à gauche tous les profils de patients possibles. Et donc, le premier patient donc, a eu la chirurgie, donc le triangle assez tôt, est décédé vers 8 mois. Donc, on va en fait censurer en fait l'observation de ce patient dans le bras contrôle au moment de la chirurgie et continuer le suivi jusqu'au décès. Si on prend un autre exemple, ce patient-là, donc on va censurer son clone à 6 mois puisque ce patient n'a pas eu la chirurgie
et continuer en fait le suivi dans le groupe contrôle, donc dans le groupe no chirurgie, jusqu'à 1 an, et le patient est toujours vivant à 1 an. Donc on va faire ça pour tous les patients. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir estimer nos poids de censure pour corriger en fait ces déséquilibres qu'on introduit dans les données. Et donc les poids vont être estimés à chaque temps d'événement. Alors dans cette étude, on a inclus ces variables-là, mais de manière générale, il faut inclure en fait tous les facteurs de confusion potentiels, c'est-à-dire les variables qui vont être associées à la décision de traiter et à votre critère de jugement. Et après, pour l'estimation des poids, alors il n'y a pas de règle sur la méthode statistique à utiliser. On a utilisé dans ce cas-là un modèle de Cox flexible en utilisant des splines, mais voilà, vous pouvez vraiment choisir le modèle le plus approprié à vos données. Il n'y a pas de règle générale. Après, vous récupérez juste les prédictions issues de ce modèle. Et le modèle est estimé par bras de traitement en utilisant les données partitionnées à chaque temps d'événement, c'est-à-dire que vous aurez les données au format long. Donc, si vous avez un effectif assez grand, vous serez amené à travailler sur un jeu de données qui sera effectivement assez énorme. Donc, ça peut prendre un peu de temps, juste voilà, que vous soyez au courant. Donc, ensuite, on va pouvoir analyser nos données, c'est-à-dire estimer en fait l'effet causal qui nous intéresse. Et donc, pour comparer un peu les différentes méthodes, on a commencé par utiliser une approche naïve, c'est-à-dire sur le jeu de données initial, donc avant de cloner les patients, simplement d'utiliser un estimateur de Kaplan-Meier non pondéré. Donc là, on ne tient pas en compte ni des facteurs de confusion, ni du biais de temps immortel. Donc on sait que cette approche sera biaisée, c'est vraiment pour pouvoir la comparer aux autres. Puis, on a utilisé une approche de type T-computation, donc en fait, un modèle de régression, mais ensuite standardisé pour estimer des effets marginaux. Et donc là, en fait, quand on fait ça, donc on peut ajuster sur les facteurs de confusion et donc tenir compte du biais de confusion. Et ensuite, sur le jeu de données clonées, donc on a comparé deux approches. Une approche non pondérée, où là, en fait, on va complètement ignorer la censure informative, et une approche pondérée où là, en théorie, on tient compte et des facteurs de confusion et du biais de temps immortel. Et donc, on a estimé les différences de survie à 1 an. Et pour estimer les erreurs standards, donc on a dû utiliser le bootstrap, donc sur toute la procédure, donc avant même de cloner les patients. Donc, brièvement, voilà les caractéristiques des deux groupes. Et on voit en fait qu'on a des différences énormes de caractéristiques entre les patients qui ont reçu la chirurgie et ceux qui ne l'ont pas reçue, en particulier en termes d'âge, de comorbidité et de stade. Et ce qui est intéressant de voir avec la méthode, c'est que si on regarde après 6 mois de suivi, l'équilibre entre les groupes, donc si on n'utilise pas de pondération, et c'est lié au résultat de la table précédente, c'est qu'on voit des déséquilibres énormes, donc c'est ces carrés ici, sur la variable âge, performance status et comorbidité. Donc là, c'est vraiment si on repondère pas, on va avoir des déséquilibres énormes entre les groupes, donc on va avoir un biais dans l'estimation de l'effet de traitement. Par contre, si on pondère notre analyse, et donc là, il y avait 3 types de poids, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on voit qu'après 6 mois, on a toujours un bon équilibre entre les groupes, donc des différences standardisées qui sont proches de 0. C'est-à-dire que même après 6 mois de suivi, on compare toujours des individus qui sont comparables. Et donc, quand je disais tout à l'heure que l'intérêt de l'approche par émulation, c'est de pouvoir un peu vérifier la validité interne de l'étude, là, on vérifie qu'au cours du temps, en fait, on compare toujours des patients qui ont des caractéristiques similaires, ce qui est plutôt rassurant, et on ne peut pas faire ce genre de choses avec des approches classiques. Donc maintenant, si on s'intéresse aux résultats, donc voilà ce qu'on a avec une approche naïve, c'est-à-dire quand on ne tient compte ni des facteurs de confusion ni du biais d'immortalité. Donc on a un effet traitement qui est assez grand. Si maintenant on prend en compte les facteurs de confusion, mais sans surprise, on a un effet qui devient un peu plus faible, mais toujours quand même important. Et maintenant, avec l'approche par émulation, on a un effet encore plus faible, mais de manière intéressante, on voit en fait que la survie dans le bras contrôle est identique avec ce qu'on obtient avec des modèles de régression.
Par contre, la différence, elle va être dans le bras intervention. Et pourquoi? Parce qu'en fait, avec l'approche classique, tous les patients qui vont décéder tôt vont contribuer au bras contrôle. Et donc, on aura un bras intervention qui sera en fait qui sera formé de patients qui seront en meilleure santé, et donc on aura une survie meilleure. Alors qu'avec l'émulation, tous les décès précoces vont aussi contribuer au bras intervention. Et c'est pour ça que ça va faire ici diminuer la survie dans ce bras-là, parce qu'on prendra compte des événements qui arrivent très tôt, en fait, avant que la chirurgie soit faite. Donc voilà un peu ce qu'on obtient. Donc j'ai pas mis les intervalles de confiance pour que ce soit plus simple à lire, mais en fait, on voit un bénéfice de la chirurgie, donc chez ces patients âgés à 1 an. Donc même après émulation, donc même si l'effet est plus faible, c'est toujours significatif. Donc juste pour résumer, quand on a un risque de biais de temps immortel, cette approche de type clonage sans surpondération va permettre donc de spécifier de manière claire l'effet estimé. Donc ici, vraiment, on estime l'effet de la décision de traiter sur la survie et pas l'effet du traitement en lui-même. C'est-à-dire que c'est une différence un peu subtile, mais en pratique, on sait que de toute façon, on ne pourra jamais complètement enlever le délai de planification de la chirurgie. Donc, on veut finalement prendre ça en compte dans l'estimation de notre effet, parce qu'on sait qu'il y aura toujours ces temps d'attente-là, et on veut savoir quel est l'effet en fait de cette attente-là. Donc, avec cette approche, on va éviter une surestimation de l'effet de traitement. On va pouvoir contrôler les déséquilibres entre les groupes à baseline et vérifier l'équilibre des covariables au cours du temps aussi, donc s'assurer que finalement, on compare toujours des groupes qui sont similaires. Et la méthode est suffisamment flexible pour estimer n'importe quelle mesure d'association causale. Après, quand même dans les limites, donc il faut utiliser le bootstrap pour l'erreur standard. Donc, c'est pas forcément problématique, sauf si vous avez des très grands échantillons. Ça peut être problématique aussi si vous avez des données manquantes et utiliser l'imputation multiple. Donc, en termes de temps de calcul, ça peut être compliqué. Après, les règles de Rubin s'appliquent exactement de la même manière. C'est simplement que ça prend du temps. Donc, voilà. Parfois, il faut être un petit peu patient. Et donc, juste très, très brièvement pour finir, je vais parler d'autres types d'applications où l'approche par essai émulé peut être intéressante. Et la première, c'est quand on s'intéresse à des interventions où l'éligibilité des patients à un traitement va pouvoir varier au cours du temps. Et souvent, dans les approches classiques, on va considérer seulement la première période d'éligibilité pour les patients et exclure le reste. Et en fait, récemment, j'étais impliquée dans cette étude chez des patients atteints de Covid, et l'idée, c'était d'estimer l'effet d'initiation de l'ECMO sur la survie de ces patients. Et comme en fait, les patients deviennent éligibles à l'ECMO quand les capacités respiratoires chutent en fonction de critères précis, l'éligibilité va varier au cours du temps et aussi très rapidement. Et l'idée, alors je ne vais pas parler des méthodes statistiques, mais au lieu d'avoir un seul essai émulé, on va avoir un essai émulé par intervalle de temps. Donc, ça peut être des jours, mais ça peut être aussi même plus petit que ça. Et donc, on va utiliser en fait les approches dont je parlais un peu plus tôt, mais dans une série d'essais émulés. Et donc, ensuite, on va avoir un seul jeu de données qui va contenir en fait tous ces essais émulés par jour, et on va analyser ce jeu de données-là. Mais ça permet en fait vraiment de garder toute l'information et de dire, voilà, comme notre éligibilité change au cours du temps, on va tenir compte du fait que certains patients n'étaient pas éligibles au départ, mais le sont plus tard. Et donc, dans ce type de situation, l'approche par essai émulé est vraiment, vraiment intéressante. Et un deuxième cas de figure où les essais émulés peuvent être intéressants, c'est quand on a des données d'un essai réel qui sont disponibles, mais qu'on voudrait utiliser des données observationnelles pour étendre les résultats à des populations qui ne sont pas incluses dans l'essai. Et donc, en ce moment, je suis impliquée dans ce travail où donc on a des données d'un essai qui compare l'efficacité de 2 traitements contre l'hypertension sur un critère de jugement composite. Donc, c'est un essai de non-infériorité. Et le problème de cet essai, comme beaucoup d'essais d'ailleurs, c'est que
des patients avec des comorbidités ou alors des patients issus de minorités ethniques qui ne sont pas inclus. Et donc, l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on va pouvoir estimer l'effet des traitements chez ces patients à partir de données observationnelles? Et l'idée, c'est d'abord de comparer en fait les résultats de l'essai aux résultats d'une analyse similaire à partir de données observationnelles. Dans différents cas, le premier cas de figure, c'est émuler l'essai original simplement en appliquant les mêmes critères d'inclusion et d'exclusion. Donc, sans utiliser de méthode statistique particulière, mais juste de dire, dans l'essai, on a inclus les patients de tel âge avec telle caractéristique, on va faire pareil dans notre étude observationnelle et on va comparer. Et aussi, dans un deuxième temps, en appariant les patients de l'essai aux patients de la cohorte, donc de l'étude observationnelle, pour créer des échantillons similaires. Donc, il y a une petite figure ici. Donc, on a les données de l'essai et donc on prend un seul bras de l'essai. On va apparier ces patients aux patients qui reçoivent le même traitement dans notre cohorte. Donc, ces deux groupes vont être similaires. Et ensuite, à partir de ce groupe, on va à nouveau apparier à des patients qui reçoivent l'autre traitement. Et donc, on va avoir ici deux groupes comparables et on va pouvoir estimer l'effet des traitements dans cette cohorte. Et l'idée, c'est de dire, est-ce que l'effet que j'obtiens ici est similaire à l'effet que j'obtiens dans l'essai? Donc, l'étude est en cours, mais à la fois en appariant et aussi en appliquant les mêmes critères d'inclusion, on peut répliquer les résultats de l'essai. Donc, c'est rassurant quant à l'ampleur du biais résiduel, c'est-à-dire que sur nos données observationnelles, on a suffisamment d'informations sur les facteurs de confusion pour limiter en fait les risques de confusion, ce qui va renforcer la validité interne de l'essai émulé. Et donc, ça veut dire que si on est capable de reproduire les résultats de l'étude, une fois qu'on va inclure plus de patients, et notamment des patients qui ne sont pas dans l'essai, on va être relativement confiant que ce qu'on obtient en fait est un résultat assez valide. Donc vraiment aussi, les essais émulés, ça peut être fait en complément de résultats d'essais cliniques pour pouvoir avoir plus d'informations en fait sur l'effet du traitement dans d'autres populations. Donc voilà pour conclure. Donc ce concept d'essai émulé est pas du tout nouveau et en fait beaucoup de chercheurs suivent plus ou moins explicitement ces différentes étapes sans même s'en rendre compte en fait. Mais pour la qualité de la recherche en général, je pense que c'est une approche très intéressante parce que l'existence de ce cadre formel va permettre de faciliter le reporting, l'interprétation et aussi l'évaluation de la validité de l'étude. Et j'en ai parlé brièvement, mais les approches de type séquentiel, donc ce que je montrais à la fin, et l'approche de type cloning ont aussi des avantages statistiques, à la fois en termes du choix de la quantité qu'on peut estimer, mais aussi de l'utilisation des données. Donc, on va vraiment utiliser toute l'information à disposition plutôt que exclure des patients pour pouvoir appliquer les méthodes statistiques standards. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas.